Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes samedi 7 avril, vous êtes sur RTI 1 et vous faites bien au sommaire de ce journal. Le président Alassane Ouattara a échangé hier avec l'ambassadeur d'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire qui est en fin de mission. Le chef de l'État a également reçu le premier ministre malien Soumaïlou Boubèye Maïga qui est venu solliciter le soutien diplomatique de la Côte d'Ivoire dans le cadre du G5 Sahel. À tout le pleu, dans la région du Cavali, la ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité a remis des chèques à 100 personnes victimes et familles de victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire. Une opération pour apporter à ces victimes le soutien et la compassion de l'État. L'opposition mauritanienne entend participer aux prochaines élections législatives prévues cet été 2018. Elle avait boycotté le précédent scrutin législatif de 2013. Elle se dit aujourd'hui décidée à tout mettre en œuvre pour arriver à une alternance, mais exige d'être associée à la constitution de la CENI. Commençons par les audiences du président de la République. Le chef de l'État a échangé hier avec l'ambassadeur d'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire. L'ambassadeur est allé lui dire au revoir avant de regagner définitivement son pays. Le chef du gouvernement malien était lui aussi à Abidjan. Lors de son audience hier avec le président Alassane Ouattara, Soumaïlou Boubèye Maïga a sollicité le soutien diplomatique de la Côte d'Ivoire dans le cadre du G5 Sahel mis en place avec pour principale mission la lutte contre le terrorisme. À Ouattouré. La Côte d'Ivoire et le Mali continuent d'avancer ensemble pour un développement intégré des deux pays et de la sous-région ouest-africaine. Le Premier ministre malien Boubèye Maïga, au terme d'une visite de travail de 48 heures à Abidjan, a été reçu par le président de la République Alassane Ouattara. L'occasion pour Boubèye Maïga de faire le point sur la situation sécuritaire au Mali, le G5 Sahel, les échanges commerciaux et la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Mali. J'ai fait le point de la situation sécuritaire dans le Sahel et au Mali en particulier, en mettant l'accent sur les efforts que nous sommes en train de déployer à l'intérieur du pays, de nos frontières, pour consolider la paix, la sécurité des populations, et puis notre articulation aussi dans le cadre du G5 Sahel, la force conjointe que nous avons, et pour laquelle nous sollicitons le soutien, l'accompagnement diplomatique de la Côte d'Ivoire, qui, comme vous le savez, est membre permanent du Conseil de sécurité. Sur le plan économique, nous avons fait part au président des convergences que nous avons développées au cours de nos entretiens, notamment sur la création d'une zone économique spéciale à notre frontière commune avec le Burkina et la Côte d'Ivoire. Le Mali sait très bien ce qu'il doit au leadership du président Ouattara, parce que pendant la crise que nous avons connue, n'eût été la fermeté et la clairvoyance avec lesquelles il avait dirigé la CEDEAO, probablement nous aurions connu un autre destin. Le président de la République a également échangé avec l'ambassadeur d'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire. Le diplomate saoudien est en fin de mission. Je lui ai transmis les salutations du serviteur des deux saintes mosquées, le roi Salman Ben Abdelaziz, et son Altesse royale, le vice-prince héritier Mohamed Ben Salman Ben Abdelaziz. J'ai remercié M. le Président de la République pour le soutien que j'ai eu au cours de ma mission sur tous les plans, et je lui ai transmis également les gratitudes du Royaume d'Arabie Saoudite. L'ambassadeur d'Arabie Saoudite a par ailleurs salué le leadership du président Alassane Ouattara avant de se féliciter de l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et l'Arabie Saoudite. Bientôt, une mine d'extraction de bauxite à Bongouanou. Le projet est important, il est en cours et il est à l'initiative de Lagune Exploitation, un groupe minier ivoirien. Une délégation de l'entreprise s'est rendue hier matin au palais de la présidence de la République. Elle a été reçue par le vice-président Daniel Kablan-Duncan qui a pris connaissance du projet. Mahama Traoré. Le bauxite du groupe Lagune Exploitation sera installé dans le village de Bénéné, département de Bongouanou. Ce projet nommé LISETA vise à faire de la région du Moronou un véritable pôle industriel. Il a été présenté ce vendredi au vice-président Daniel Kablan-Duncan. L'investissement initial pour la première partie est de 24 milliards de francs CFA, qui compose l'exploitation même de la mine, l'usine de calcination et la base vie, parce qu'il y aura un village minier avec des centres de formation, centres de santé, etc. La deuxième phase,
qui est pour l'alumine en poudre. L'investissement sera de 110 milliards de francs CFA pour 500 emplois directs en plus et 1500 emplois indirects. Ensuite, on passe à 84 milliards pour l'alumine pure. Dans ses débuts, le gisement de Bénéné compte produire 750 000 tonnes de bauxite brut par an. Le projet Liseta est essentiellement porté par des hommes d'affaires ivoiriens. Les travaux démarreront dans une semaine. Construit en 1957, le pont Félix Houphouët-Boigny reliant les communes de Trècheville et du Plateau va prendre un coup de jeune. Après 30 mois de travaux et un financement de 41 milliards de francs CFA, le pont présentera certainement un bien meilleur visage. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a procédé hier au lancement officiel des travaux, une réhabilitation qui s'inscrit dans la logique du gouvernement de doter le pays d'infrastructures modernes répondant aux besoins des populations. Noël Niaïo. Pont Félix Houphouët-Boigny, 1957-2018. Cela fait 61 ans que cet ouvrage est au service de l'économie ivoirienne et de celle de la sous-région. Seulement voilà, le temps a fait ses effets. Et ces effets ont un coût. Plus de 41 milliards au regard des investissements nécessaires à la réhabilitation du pont. La réhabilitation de cet ouvrage consistera, en ce qui concerne donc l'ouvrage principal, c'est-à-dire le pont lui-même, au renforcement des fondations en lagune par la réalisation de 56 nouveaux pieux et à la réhabilitation totale des caissons qui supportent le trafic routier et ferroviaire, ainsi que le remplacement des éléments de protection des usagers comme les garde-corps. Vendredi 6 avril 2018, une autre date est à retenir dans l'existence de cet ouvrage stratégique pour l'économie ivoirienne. Le lancement des travaux de sa cure de jouvence par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Financé par la coopération française à travers le C2D, contrat de désendettement et de développement, cet investissement s'inscrit dans une série d'accompagnements de la France et revêt une double signification. Depuis la signature du premier C2D fin 2012, les appuis de la France au secteur des infrastructures routières de Côte d'Ivoire représentent un engagement cumulé de près de 350 milliards de francs CFA. Ce montant significatif témoigne d'une part de la priorité que donne le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, au développement des infrastructures de la Côte d'Ivoire, et d'autre part de la volonté de la France d'accompagner dans la mise en œuvre de cette politique volontaire la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre a rendu un hommage appuyé à la coopération française pour ce projet structurant qui va booster les performances du pays. La réalisation de ces travaux permettra d'améliorer sensiblement la sécurité des usagers du pont, la fluidité de la circulation des personnes et des biens et la productivité des acteurs économiques. Les travaux sont prévus pour durer 2 ans. Et à l'initiative de la SOTRA, la Société des transports abidjanais, plusieurs experts africains et européens réfléchissent sur la problématique des transports publics en Afrique. Il s'agit de mettre en place une véritable politique pour accompagner les États dans les transports de masse de passagers et de marchandises, surtout dans les grandes villes. Ce séminaire régional se tient donc ici à Abidjan, en marge de l'Assemblée générale de l'Union africaine des transports publics. Mamadou Kouassi y était pour RTI. Il y a quelques mois, les passagers de la SOTRA passaient des heures pour attendre le bus. L'arrivée de 500 autobus neufs a corrigé la situation. Le gouvernement veut faire plus pour améliorer le transport public de masse ainsi que la mobilité urbaine à Abidjan. 500 nouveaux autobus seront mis dans la circulation avant la fin de cette année 2018. Malgré tous ces efforts, le transport de passagers rencontre des limites à Abidjan avec les embouteillages ainsi que la concurrence déloyale. Abidjan n'est pas seul dans cette situation. De nombreuses capitales et grandes villes africaines sont confrontées à ce problème, d'où une rencontre des experts du transport public pour apporter des solutions. Intégrer l'aménagement du territoire avec les transports, citer des activités, qu'il y ait des logements, des emplois, des commerces, tous regroupés dans le même quartier, comme ça on raccourcit les distances de déplacement. Le deuxième, c'est de restreindre l'utilisation de la voiture particulière en gérant le stationnement, mais aussi améliorer les conditions pour les piétons et pour certaines villes, les cyclistes également. Cette rencontre qui a pour thème planification de la mobilité urbaine durable
prend en compte la dimension environnementale du transport. En faisant un transport de masse comme le métro, qui sera motorisé par un système électrique, ceci contribue à la réduction, ou du moins ce système n'émettra pas de particules nuisibles à la santé. Et aussi au niveau de la SOTRA, nous introduisons maintenant des autobus à gaz. Tout ceci contribue à l'amélioration de l'environnement. Le ministre des Infrastructures économiques, Amédée Kofi Kwaku, représentant son collègue des Transports, a présenté les actions du gouvernement pour l'amélioration du transport public en Côte d'Ivoire. Nous devons travailler à ce que notre système de transport collectif contribue davantage à une meilleure qualité de vie des Abidjanais. De nos jours, le transport public abidjanais assure près de 90% des besoins de déplacement de la ville. Le président de la République a engagé la Côte d'Ivoire, lors du sommet de la COP21 à Paris, à prendre les dispositions afin de limiter l'émission de gaz à effet de serre. Ce séminaire de l'Union africaine des transports publics, UATP, se tient en marge de l'Assemblée générale de cette organisation. L'UATP se veut un organe consultatif de l'Union africaine dans la mise en œuvre des politiques de transport public. Du transport à l'économie. La première cotation des emprunts obligataires TPCI 5,95% 2017-2024 des mois de septembre et d'octobre 2017 s'est ouverte hier à la Bourse régionale des valeurs mobilières et elle enregistre déjà un succès. Pour la première tranche de l'emprunt, un volume de 1000 titres a été échangé à raison de 10 000 francs CFA le titre, soit 10 millions de francs CFA. Pour la deuxième tranche, un volume de 402 titres, soit 4 20 000 francs CFA en début de journée. Ces emprunts obligataires d'un montant de 100 milliards de francs CFA portant sur 10 millions de titres d'une valeur nominale de 10 000 francs CFA au prix d'émission unitaire de 10 000 francs CFA ont donc été lancés par le Trésor public en septembre et octobre dernier. Justine Seydjike nous explique tout ça. Dans le cadre de l'exécution de son calendrier d'émission de titres publics en 2017, le Trésor public a lancé au mois de septembre et d'octobre dernier 2 emprunts obligataires avec des caractéristiques identiques sur le marché financier régional dénommé TPCI 5,95% 2017-2024 de montant indicatif de 100 milliards de francs CFA chacun et sur des maturités de 7 ans avec 2 ans de différé. À l'ouverture de la première cotation de ces 2 emprunts, ce 6 avril, à 9h45 pour la première tranche, le volume échangé était de 1000, soit 10 millions de francs CFA. Et pour la deuxième tranche, le volume était 402, soit 4 millions 20 000 francs CFA. En sollicitant à nouveau le marché financier régional de l'UEMOA, en collaboration avec les SGI, la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique réaffirme ainsi la position de l'État de Côte d'Ivoire comme l'émetteur de référence du marché financier de l'UEMOA, de par la qualité de sa signature et la régularité de ses interventions. Il me plaît de rappeler que l'introduction à la Côte de la BAVM des emprunts TPCI 5,95 2017-2024 tranche A et TPCI 5,95 2017-2024 tranche B pour un montant total de 298 milliards 667 millions, soit 149% du montant total demandé, est la 3e du genre sur le marché financier régional depuis le début de l'année 2018. C'est donc le lieu de saluer et encourager la détermination des chefs de file et des investisseurs à œuvrer pour la mobilisation de ces ressources sur le marché financier régional en vue du financement des projets d'investissement prévus dans le budget de l'État découlant du Plan national de développement PND 2016-2020. Voilà, merci Justine Seydjike. 15 années après son entrée en vigueur, la législation communautaire liée à la libre concurrence au sein de l'UEMOA peine à s'appliquer à cause notamment de la méconnaissance des textes. Pour pallier cette situation, un séminaire d'information et de sensibilisation a lieu depuis le 3 avril dernier. Un séminaire national à l'intention des organismes gouvernementaux, des entreprises privées et de la société civile. L'objectif est de développer la culture de la concurrence et surtout lever les entraves au processus d'intégration régionale. Bakayoko Lansine. Cette session de formation regroupe les organismes en charge de la régulation du commerce et des prix,
les opérateurs privés ainsi que la société civile. Elle vise à identifier les pratiques anticoncurrentielles grâce à une meilleure maîtrise des règles de concurrence en vigueur dans l'espace UEMOA. On se rend compte que les terres ne sont pas bien connues, surtout par les acteurs du secteur privé, qui sont ceux-là à qui ces règles-là sont destinées, également par les États. Et donc il y a des cas au niveau de nos États membres qui amènent la Commission de l'UEMOA à prendre des décisions. Mais pour pouvoir prendre des décisions pour sanctionner, il est bien également que les acteurs eux-mêmes connaissent cette législation. La Côte d'Ivoire, pleinement engagée dans le respect des normes communautaires de l'Union, a même adopté une législation sur la consommation. Cette loi vise à offrir aux populations une garantie de sécurité optimale sur les biens et services importés ou non, à lutter contre l'inflation et surtout à promouvoir la compétitivité internationale. La réglementation communautaire nous donne beaucoup de droits, mais nous les ignorons. Désormais, nous allons travailler beaucoup plus en collaboration avec la Commission de la concurrence de l'UEMOA. Et c'est cet objectif-là que nous poursuivons et que nous voulons atteindre. Transparence dans l'information des acteurs, clarté des règles de concurrence, application stricte et uniforme des directives. Ce sont là quelques pieds du marché commun en construction. Pendant ce temps, le porte-parole du gouvernement, lui, était au marché. Et dans le marché de Kouto, c'est dans la région de la Bagoué. Bruno Nabanekone n'y était pas pour faire des emplettes, mais pour s'assurer que les prix des denrées sont à la portée des populations. Léon Brou, de la station régionale RTI Boaké. Le ministre de la Communication, par ailleurs cadre de la localité au marché de Kouto. Les cibles du porte-parole du gouvernement, les denrées de première nécessité. Des vivriers à la viande, tous les produits sont passés au peigne fin avec escale par endroit pour achat. Objectif, s'imprégner des prix des produits. Il y a des condiments qui sont pratiquement à moitié prix ici, comparé à Abidjan. Ça veut dire que la vie est relativement à un niveau acceptable ici et surtout qu'il y a des capacités pour nos populations ici d'aller vendre ailleurs. Parce que c'est souvent la saturation ou le trop-plein qui fait que les prix sont bas ici. Donc nous réfléchissons au plan national à cela aussi, avoir une bourse du vivrier qui permet à tout moment de savoir quelle quantité il y a dans quelle région de tel ou tel produit. Autre mobile de cette visite du porte-parole du gouvernement, apprécier l'exiguïté de l'espace pour évaluer son appui au projet de délocalisation du marché de Kouto, un projet de la mairie. Toute la rue est occupée par les marchands, ce qui peut engendrer des accidents. Une fois qu'on aura choisi le lieu où on va l'implanter, on va chercher les entrepreneurs pour essayer de nous évaluer le projet. Encore au stade des réflexions, mais le projet de nouveau marché de Kouto intègre une centrale de vivriers. Elle sera la réponse aux difficultés d'écoulement, à l'image de celles rencontrées par les productrices de maïs de Zaguinasso. Avec ses coopératrices, le ministre Bruno Kone, qui a impulsé leur regroupement, a aussi échangé. Et voilà qui nous amène à parler à présent sécurité alimentaire. La Côte d'Ivoire et le Sénégal veulent d'ailleurs s'inspirer du Canada et des États-Unis dans ce domaine, d'où la participation d'experts issus de ces deux pays à une formation sur l'analyse des risques appliqués aux décisions alimentaires à Abidjan. Cette formation devrait à terme permettre aux deux pays, à la Côte d'Ivoire et au Sénégal, de mieux protéger les consommateurs à travers la mise en place de stratégies. Le récit de Francis Boifou. Face aux risques qui peuvent intervenir dans la production, le stockage, le transport, la transformation, la commercialisation des aliments et surtout pour être compétitive, la Côte d'Ivoire travaille à la mise en place d'un système national de contrôle de la sécurité alimentaire. Il va s'assurer que les règlements sont respectés, même élaborer les normes. On peut avoir des normes nationales qui peuvent être quelquefois plus strictes que les normes internationales. On va s'assurer que ces normes sont appliquées dans toute la chaîne de valeur, depuis la production jusqu'à la transformation, jusqu'à la mise en marché. Et ce dispositif sera en même temps le garant de la qualité de nos aliments sur le marché. La mise en œuvre du système national de contrôle de la sécurité alimentaire a été confiée au Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIRCA, dont les experts participent à cette formation sur l'analyse des risques appliqués aux décisions alimentaires.
Les experts ivoiriens connaissent déjà ces dispositifs d'analyse des risques, ils les appliquent actuellement. L'objectif, en fait, c'est de discuter davantage de ces priorités donc nationales de sécurité sanitaire des aliments, là où justement ce dispositif d'analyse des risques pourrait s'appliquer davantage pour permettre de répondre à ces priorités, de protéger le consommateur ivoirien encore plus et de permettre une meilleure qualité, une meilleure salubrité et innocuité des produits agricoles, agroalimentaires faits en Côte d'Ivoire. La sécurité alimentaire reste une préoccupation pour les experts sénégalais. On cherche à connaître davantage pour maintenir les acquis. C'est pour produire des aliments qui sont sains, pour s'inscrire dans une compétitivité basée sur les normes, pour pouvoir exporter. Cet échange d'expériences initié par une université canadienne et 2 agences américaines permettra à la Côte d'Ivoire et au Sénégal de mieux protéger les consommateurs. La Côte d'Ivoire accentue sa collaboration avec les autres. Des industries israéliennes s'intéressent à la production d'anacarde dans le département de Tiébissou et il est prévu à cet effet la construction d'une usine de transformation de la noix de cajou. La pose de la première pierre de cette usine a d'ailleurs déjà été faite. C'était la semaine dernière en présence du ministre Jeannot Ahoussou-Kouadio. Charles Tatou, RTI Boaké. La production de noix de cajou du département de Tiébissou intéresse les hommes d'affaires israéliens. Une prospection leur a permis de découvrir les potentialités agricoles de cette région. Les investisseurs israéliens s'activent donc à implanter dans la commune de Tiébissou une usine de transformation de noix de cajou d'une capacité de 10 000 tonnes par an. Cela avec l'accord des autorités locales. Nous nous sommes rendus compte que beaucoup de producteurs proviennent de Tiébissou, mais les produits sortaient de façon illicite et on ne savait pas exactement qui faisait quoi. C'est ainsi que nous avions décidé, ensemble avec eux, de les regrouper en coopérative et faire venir des investisseurs pour pouvoir les sécuriser. C'est un gros investissement qui tourne autour de 25 milliards, avec près de 400 emplois directs, sans compter les emplois indirects et puis la répercussion sur le monde paysan. Les industriels israéliens promettent plus de 300 emplois qui reviendront majoritairement à la région de Tiébissou. Pose de la première pierre de l'usine, un événement heureux qui a drainé tous les acteurs de la filière anacarde. C'est une joie pour moi de voir que les investisseurs viennent au cœur du pays profond, selon la vision d'émergence du président Alassane Ouattara. Nous demandons à tous nos parents paysans de s'adonner à cette culture et de livrer effectivement leur production à l'usine. Ce serait vraiment une plus-value pour eux. L'usine de Tiébissou sera opérationnelle en 2019. Dans le cadre de son programme de coopération avec les femmes leaders de Côte d'Ivoire et certaines associations féminines, la reine-mère du Zonzan, Nkouman Kossia Tamia, a organisé récemment une rencontre avec différentes organisations féminines. Au cours de cette réunion, il a été question de sensibilisation. La sensibilisation sur la lutte contre la pauvreté à travers des activités génératrices de revenus. Les précisions de Grace Kando. 2000 femmes issues des différentes régions de la Côte d'Ivoire, composées entre autres de femmes leaders, de présidentes d'ONG et de coopératives, se sont retrouvées. Un seul message, la sensibilisation des femmes sur leur autonomisation. L'initiative est de l'ONG AK, structure engagée dans la prévention des conflits, la migration illégale, la promotion de la paix, l'égalité des chances et la lutte contre la pauvreté. Aujourd'hui, nous sommes là pour valoriser les compétences féminines, pour les encourager et les bousquer à croire en elles-mêmes et à se relever pour relever les défis, les challenges de la société, parce que nous sommes certains que les femmes sont dans toutes les différentes couches, elles sont représentées partout. Donc si elles arrivent à prendre leur courage à même et se faire confiance, elles pourront apporter un plus à la société. Joignant l'acte à la parole, plusieurs dons ont été faits aux femmes en vue de leur prise en charge. Au niveau des travaux champêtres, il faut dire qu'il y a des femmes qui, en association, vont travailler avec les machettes, les dabas. Les femmes peuvent vraiment bénéficier de ces matériels-là pour ne plus réellement souffrir. J'ai reçu un congélateur venant de la reine-mère. On a des sœurs qui étaient dans des besoins d'appareils. Elles ne savent pas à quel sens se vouer.
Mais grâce à la SAF, aujourd'hui, toutes ces femmes ont obtenu un réfrigérateur. Je suis déjà commerçante, je vends des produits congelés. Ça m'a apporté un plus sur mes appareils. Fondée en 1998 par la reine-mère Kosiata Mia du Zanzan, l'ONG ACA a aussi dans son programme d'activité un volet formation consacré notamment à la sécurité alimentaire, l'éducation et la santé. Du côté de Toulepleu, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, Maria Tokone, la ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, a procédé hier vendredi à une remise de chèques à 100 personnes victimes aux familles de victimes. Cela dans le cadre de la phase nationale du processus d'indemnisation des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire. Cette opération a été lancée en août 2015 et elle vise à apporter le soutien et la compassion du gouvernement aux victimes et surtout à promouvoir la réconciliation nationale et la cohésion sociale. La correspondance de Eve Boué. J'ai perdu mon mari, mais pas grâce à Dieu, j'ai pris mon argent. Mais à part aujourd'hui, quand l'argent de mon mère, je vais construire mon maison, après de l'autre, je vais faire des billets pour manger. L'argent que je viens de recevoir, je vais me construire une maison et m'occuper de mes autres enfants. Vraiment, je suis heureuse. Je remercie le gouvernement de Côte d'Ivoire. J'ai perdu ma femme et mon père. Je viens de recevoir 2 chèques. Depuis 3 ans, nous faisons ces dossiers. Vraiment, arrivé à un certain moment, j'étais déjà découragé. J'étais déjà découragé. Je ne m'attendais même pas à ça. Vraiment, je suis heureux. Emilienne, Hortense et Modeste font partie des 100 personnes victimes et ayant droit de victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire qui ont reçu des chèques et des bons de prise en charge médicale du gouvernement ce vendredi 6 avril 2018 à Toulepleu. 88 ayant droit qui ont reçu chacun un chèque de 1 million de francs CFA et 12 blessés qui ont reçu des chèques et des bons de prise en charge médicale, le tout pour un montant global de 92 800 000 francs CFA. Cette action fait partie de la phase nationale du processus d'indemnisation des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire. Procédant à la remise des chèques, la ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, le professeur Kone Mariatou, a saisi l'occasion pour sensibiliser l'ensemble des victimes à ne pas se laisser manipuler. On ne paye rien pour bénéficier. La seule condition, c'est être victime et être inscrite soit sur la liste de la CDVR, sur la liste de la CONARI, sur la liste de la cellule spéciale d'enquête et d'instruction. C'est tout. Et je crois que toutes les listes ont été mises ensemble et remises par la CONARI. Nous n'avons mandaté également personne pour agir au nom du ministère. Donc je souhaite que les victimes fassent attention, qu'elles ne se laissent pas gruger par des soi-disant associations de victimes, parce que nous avons le répertoire des associations de victimes. Nous travaillons avec les préfets, les sous-préfets, les mairies et les chefs de village pour vérifier les informations. La recherche de preuves, c'est elle qui fait que peut-être le processus semble lent, mais le processus est en marche et chacun recevra réparation. Pour des irrégularités, des omissions et pour les victimes qui ne se sont jamais inscrites, la ministre rassure qu'une période de contentieux sera ouverte. Lancé le 4 août 2015 pour la phase pilote et le 30 octobre 2017 pour la phase nationale, le processus d'indemnisation en cours ne prend en compte pour l'instant que les préjudices humains. Un mot d'actualité internationale pour refermer ce 13h. L'opposition mauritanienne entend participer aux prochaines élections législatives prévues cet été 2018. Elle avait boycotté le précédent scrutin législatif de 2013. Le G8 et le Forum national pour la démocratie et l'unité, les deux structures qui regroupent cette opposition, se disent décidées à tout mettre en œuvre pour arriver à une alternance, mais exigent d'être associées à la constitution de la CENI. L'opposition demande par ailleurs que soient poursuivis en justice tous ceux qui appellent à modifier la Constitution dans le but de permettre au président Ould Abdelaziz de briguer un 3e mandat en 2019. Des affrontements ont éclaté hier vendredi 6 avril entre manifestants palestiniens et soldats israéliens près de la barrière séparant la bande de Gaza et Israël, où les violences, il y a une semaine, ont coûté la vie à 19 Palestiniens. 9 Palestiniens ont donc été tués ce vendredi par des balles tirées par des soldats israéliens et quelques 1000 personnes ont été blessées lors de heurts à la frontière entre Israël et Gaza.
Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, mais restez en place, nos programmes se poursuivent sur la chaîne qui rassemble.